Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans un 100% de contraste, dans lequel la modernité de SOCOM Special Forces et de Temps Perdu côtoie la tradition de mon souvenir et de Rétro Magique. Et les news, elles sont pas dégueu non plus. Avalanche Studio, les créateurs de Just Cause, reviennent avec un shooter vu de dessus, Renegade Ops. À la manière d'un Dead Nation, jusqu'à 4 joueurs pourront parcourir des niveaux pour tuer en coopération. Chaque joueur contrôlera un véhicule disposant d'armes qui nous font déjà envie, comme une mitrailleuse à canon rotatif ou des ondes électromagnétiques. Prévu cet été sur PC, PSN et XBLA, Renegade Ops devrait faire plaisir aux amateurs de shoot multijoueurs. La société japonaise Neuroware se spécialise dans les accessoires intégrant des senseurs d'ondes cérébrales. Leur dernier projet se nomme Nekomimi, c'est-à-dire oreilles de chat. Oui, il s'agit des oreilles de chat que l'on croise souvent en convention, sauf que là, elles sont pilotées par le cerveau de leur porteur. Voilà donc les oreilles qui bougent suivant l'humeur et les pensées. Quand on se concentre, les oreilles se pointent, et lorsqu'on se détend, elles se relâchent. C'est la science au service de l'otakisme. Et pour finir en beauté, un trailer de Child of Eden. Prévu pour le 17 juin sur XBLA et PSN, nous avons droit ici à une présentation du jeu utilisant le périphérique Kinect. Dans la mesure où ce titre très attendu a été l'objet d'un reportage sur No Life, avec notamment une interview de Mizuguchi Tetsuya, nous invitons nos gentils abonnés à y jeter un œil, histoire d'en savoir plus sur ce projet qui, d'après son réalisateur, est un jeu censé nous rendre heureux. Enemy bullets can only be shot down using the tracer. Raise both hands above your head to activate Euphoria, which has a powerful but short effect on viruses. The future is in your hands. Alors, ça commençait comment déjà ? Et là, normalement, je fais une roulade, mais comme j'ai un petit peu encore mal au dos, je la fais pas. Mais c'était juste quand même pour montrer ce que ça fait de jouer à SOCOM Special Forces avec le PlayStation Move. Encore un jeu qui est réservé aux gens qui ont de la place, un grand appartement, ou alors qui veulent se débarrasser de leurs meubles, ou qui veulent se débarrasser de leurs membres, hein, un bras brisé, une jambe cassée. Heureusement qu'il y a la critique, parce que moi, le jeu, ça en parle pas très bien. Et en plus de zozote. Sorti en 2005, le premier SOCOM faisait l'effet d'une petite bombe dans le monde du jeu console. En plus d'avoir été vendu avec un micro qui permettait de donner des ordres à ses hommes, c'était également un des premiers titres PS2 jouables en ligne. 2 autres épisodes plus ou moins similaires sont sortis par la suite sur la console Sony. Puis vint le temps de la PS3 et l'arrivée de SOCOM Confrontation, le dernier épisode en date réalisé par un studio différent. Uniquement jouable en ligne, une bonne partie du charme de la série a été oubliée au profit d'un alignement sur ce que proposait la concurrence. Des jeux multijoueurs à base de team deathmatch sans aucune originalité. Pendant ce temps, Zipper Interactive, le studio à l'origine de la série, était occupé par MAG, un ambitieux projet promettant de réunir 256 joueurs sur un même champ de bataille. Malheureusement, il ne parvient pas à se distinguer, la faute aux nombreux bugs et promesses non tenues. Mais maintenant que l'aventure MAG est terminée, Zipper a décidé de reprendre le développement de sa série avec un nouvel épisode, SOCOM Special Forces. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Un retour à l'action tactique des premiers épisodes, une orientation 100% multijoueur, un TPS bourrin comme on en voit 10 par mois. Nous avons désormais la réponse et ce n'est pas très bon. On est dans la merde. Schweitzer. J'entrerai pas, commandant. Le scénario, en plus d'être extrêmement classique, délivre un message assez édifiant.
Vous incarnez des militaires américains, bien évidemment, envahissant un pays pour le libérer de son dictateur. Ce dirigeant a commis l'erreur de bloquer un détroit ou quelque chose de ce genre, empêchant le commerce de fonctionner normalement. Les intérêts du peuple américain sont en danger et votre mission est de tout faire péter. Détruire un barrage pour piéger votre ennemi au risque de dévaster l'écosystème et de tuer des populations civiles. Pas de problème, c'est permis, vous êtes un héros, le sauveur du monde libre. Pas la peine de tergiverser, le scénario de SOCOM est aussi insipide que nauséabond. On navigue constamment entre l'ennui et la consternation durant toute la durée de l'aventure. Les personnages, dénués de toute forme de charisme, n'arrangent pas les choses. Ils ne suscitent aucune forme de sympathie et leurs dialogues sont mauvais. On se réveille, les gars. On a d'autres cinglés qui arrivent. Le pire dans tout ça, c'est que les développeurs n'y sont pas allés de main morte sur la quantité de cinématiques. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il n'y a donc rien à retenir du scénario de ce SOCOM, absolument rien. Il n'y a plus personne. Bien reçu. Corman, on passe à la zone suivante. Entendu, commandant. Ennemi, en route vers nous. Vous avez joué aux précédents épisodes de la série? Oubliez tout ce que vous avez vu, on change totalement de registre. Special Forces est un TPS bas du front comme on en voit souvent actuellement. La plupart du temps, on se met à couvert, on tire sur des soldats ennemis et c'est à peu près tout. Si le tout était bien exécuté, ça aurait pu passer, mais c'est loin d'être le cas. Le cover system est l'un des pires qui ait été fait. La majorité des éléments essentiels ont été oubliés. On ne peut pas se déplacer de couverture en couverture comme dans tous les autres jeux du genre, se mettre à couvert tout en sprintant est très complexe, etc. La seule chose que l'on peut faire, c'est se mettre à couvert, puis sauter au-dessus d'un obstacle, le minimum syndical donc. Vous vous souvenez du micro-casque des premiers épisodes? C'était le gros point fort de la licence, l'élément mis en avant pour vendre le titre. Eh bien, dans Special Forces, c'est simple, adieu la commande vocale. Si on veut donner des ordres à son unité, on doit désormais faire comme dans tous les autres jeux, avec la croix directionnelle, on appuie sur le bouton adéquat en visant le lieu choisi. Non seulement on perd un des points forts de la licence, mais on gagne à la place un système d'ordre tout ce qu'il y a de plus banal, qui ne sert strictement à rien. Les seuls passages où ordonner à ses troupes de se déplacer est utile, c'est lors de séquences encore plus scriptées que celles d'un Call of Duty. Par exemple, pour préparer une embuscade, il faut placer ces deux équipes aux endroits indiqués, puis rejoindre ensuite un emplacement précis. Aucune place pour la liberté ici, vos équipiers doivent être exactement à l'endroit demandé, pas à quelques mètres, pour que la séquence se déclenche. Toute tentative pour installer un sentiment d'urgence, une tension, est ratée, car on sait pertinemment que peu importe la vitesse d'exécution d'un objectif, les ennemis ne nous tomberont pas dessus tant qu'on n'aura pas terminé ce que l'on fait. Composé d'une dizaine de missions, le mode solo comporte deux types de niveaux. Le premier prend la forme de séquences d'action à la troisième personne, tout ce qu'il y a de plus classique. Très linéaire, elle se limite la plupart du temps à une sympathique partie de tir au pigeon, certes beaucoup trop facile, vue et revue, mais pas totalement désagréable. Le deuxième type de niveau lorgne du côté de l'infiltration. Enfin, infiltration est un bien grand mot. Vous devez traverser des niveaux sans vous faire repérer, et généralement, il suffit d'aller tout droit pour réussir. Vos opposants sont myopes comme des taupes, et vous pouvez facilement vous en sortir en sprintant jusqu'au prochain objectif. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'infiltration de qualité, mais ces phases ont le mérite de varier le rythme du jeu, c'est déjà ça. SOCOM Special Forces est compatible avec le PlayStation Move et son utilisation grandement similaire à Killzone 3. Avec un peu d'entraînement, on peut viser assez précisément, mais les déplacements sont peu évidents et les attaques au corps à corps imprécises. Il est clair que vous n'achèterez pas SOCOM pour son utilisation du PS Move, mais c'est un ajout sympathique. En marge de la partie solo, un mode multijoueur permet à 32 joueurs de s'affronter dans 4 modes différents, comme le Capture the Flag ou le Team Deathmatch. Nous ne pouvons pas vous donner notre avis sur cet aspect du jeu, tout simplement parce qu'il a été impossible de le tester à cause des serveurs du PSN ne fonctionnant plus. Néanmoins, on peut penser que l'ensemble doit être très classique et aucun mode n'a l'air suffisamment original pour se démarquer de la concurrence. Homme à terre! Homme à terre! Curieusement, SOCOM Special Forces reprend pas mal d'éléments à la série Uncharted. Je l'ai buté. Mais ces deux titres n'ont rien à voir en termes de classe, même si la réalisation de ce SOCOM constitue l'un de ses points forts, contrairement à sa durée de vie assez courte, tournant autour des 5-6 heures. Les décors sont très beaux et grouillent de végétation, de détails. À l'instar de la bande-son et même de l'écran de Game Over, le tout est clairement pompé sur le premier Uncharted, mais on ne lui en tiendra pas rigueur tant il n'y a rien d'autre à sauver. Le gameplay en lui-même est un véritable tour de force, alors que la production des TPS à la Gears of War est foisonnante et les inspirations potentielles nombreuses, Zipper réussit à faire un des shoots les plus ennuyeux et désagréables à jouer de ces dernières années. Quant aux phases de pseudo-infiltration, même si elles ont le mérite de varier la progression, elles sont loin d'être passionnantes. On tentera d'oublier aussi vite que possible le scénario à fort relent patriotique.
Dommage, la série des SOCOM passe du statut de jeu tactique console innovant à celui beaucoup moins enviable d'énième TPS, mauvais de surcroît. Un jour, il faudrait que les éditeurs comprennent que ce n'est pas en uniformisant l'ensemble de la production que leurs jeux se vendront. Entre un excellent TPS et un mauvais shooter, le consommateur choisira systématiquement le premier. Devinez dans quelle catégorie se trouve Special Forces. Voilà, parce qu'effectivement, moi, j'avais l'habitude de la Wii, et c'est vrai que dans un tout petit appartement, bien meublé, enfin non pas bien meublé, mais bien encombré, bien chargé, c'est assez embêtant, surtout pour coller la balance board. On est obligé d'empiler les fauteuils. C'était un bien beau souvenir pour lancer mon souvenir. Bon, moi, j'avais mon Atari quand j'étais vraiment jeune, mais je pense que ça a vraiment commencé pour moi avec la NES. Puis bon, il y a eu tous les chefs-d'œuvre, Metroid, Mario, Zelda, tout ça, où c'est des expériences incroyables. Mais je crois vraiment que c'est Final Fantasy, le premier. J'ai passé tout mon été, je l'ai fait 2 fois de suite. J'ai peut-être même pleuré en jouant. Peut-être, non. J'avais 17 ans en plus. Non. Non, mais ça a été une expérience complètement incroyable. Puis je me rappelle, c'est ce jeu-là en fait qui a fait. Je veux faire des jeux un jour. Je veux trouver comment ces trucs-là se font. C'était un peu, il y avait un côté magique à cette époque-là. L'industrie à Montréal n'existait pas. On savait pas comment c'était fait. On savait pas c'était qui était derrière ça. Donc il y avait cette espèce de côté-là un peu, ça se fait super magie, ces trucs-là, c'est quoi en fait, tu sais? Puis je me rappelle de m'avoir dit un jour, je vais savoir comment, puis c'est ça que je vais faire. Fait que, ouais, FF1, ouais. Et je suis très content de la nouvelle grille de 100%, puisque maintenant c'est très rationnel, on a mon souvenir et après temps perdu. Oui, j'explique. C'est parce qu'en fait, dans mon souvenir, je balance discrètement une anecdote qui m'est arrivée, pas très longtemps avant quand même, parce que Alzheimer précoce oblige, et après temps perdu, hop, je peux recaser une deuxième anecdote pour expliquer en fait pourquoi le temps perdu, j'ai pas bien pu le préparer. C'est parce que en fait, je me souviens, rapport avec mon souvenir, j'étais en train de rechercher des informations sur le 100%, tout ça, et puis hop, je regarde les jeux sur le net, et puis ça me prend tellement de temps qu'à la fin, j'ai plus de temps pour écrire des trucs intéressants pour lancer temps perdu. Bonjour, il fait beau, il fait chaud et vous rêvez d'une boisson gazeuse en terrasse. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Yeah. Pas grand chose à dire, mais tellement de choses à faire. Cette semaine, spécial plein de trucs. On commence avec Handbot 2, où vous incarnez un mignon petit robot. Oui, le truc là, dont la copine se fait enlever. Comme vous pouvez l'imaginer, il va falloir vous démener pour réussir à la retrouver et accessoirement à vous échapper. Comme très souvent avec l'éditeur Pencil Kids, c'est du point and click rigolo, mignon et un peu idiot, mais ça passe le temps, bien quoi. Dans Spy, vous incarnez une carte à puce trop balèze, puisqu'en fait, après information, il s'agirait d'un robot super perfectionné. Tellement perfectionné qu'il peut dévisser des trucs, composer des codes et ouvrir des portes. Si ça c'est pas le top de la perfection robotique, je veux bien me faire couper un boulon.
Et donc notre droïde a pour mission d'infiltrer un grand complexe pharmaceutique qui développe en secret un virus mortel pour le vendre à des vilains terroristes. À vous donc de zigzaguer pour éviter les caméras, d'éviter de vous cogner contre les murs pour ne pas réveiller les gardiens qui, soit dit en passant, ne sont pas très futés, et de recommencer 50 fois le même tableau parce qu'il faut bien le dire, c'est super dur. Dans Crazy Over Goo, vous devez accompagner un Pac-Man sans bouche jusqu'à un drapeau. Bon ok, c'est pas exactement ça, mais bon. Pour ce faire, votre babal a la capacité de bondir dans la direction que vous indiquez, avec la puissance que vous lui aurez donnée. En fonction des tableaux, vous aurez plus ou moins d'avantages supplémentaires. Ainsi, si le fond est bleu, vous pouvez relancer votre boing boing dans les airs autant de fois que vous le souhaitez. S'il y a de l'eau, vous pouvez nager, etc. Ensuite viendront des portes à ouvrir avec des clés, des murs collants, des niveaux très sombres, etc., etc., etc. C'est long, c'est bon, c'est bien. Color Room est un escape games. Encore se plaindront certains, chouette diront d'autres, mais attention, ici c'est un peu... Bon, un petit peu, faut pas exagérer. Différent. Bon, pour ouvrir la porte, il faut récupérer des étoiles. Et il ne suffit pas de cliquer et d'emboîter des trucs, ni même de se creuser les méninges pour retrouver un code ou deux pour les trouver, il faut aussi parfois jouer à des trucs. Regardez ce Super Space Invader. Il est pas super? Et ce truc avec une pince où, ben là, il faut lâcher un bidule au bon moment pour gagner. Ou encore cette merveilleuse machine à sous. Bon, vous êtes jamais content de toute façon. Mais moi j'aime bien. This is a Work of Fiction est un jeu. si, je vous assure. Ça a l'air tout glauque et tout comme ça, mais c'est fun. Enfin bon, ici le but est de récupérer 20 documents un peu bizarres que l'auteur a reçus il y a quelques mois. Pour cela, il faudra résoudre des petits puzzles ou énigmes, et comme l'auteur ne donne aucune indication pour résoudre ces dernières, je me permettrai donc aussi de vous laisser dans le flou. Sachez en tout cas que c'est bien prise de tête, hermétique aux anglophobes, et dans l'ensemble, finalement, plutôt bien foutu. Croque Motel est la dernière production de Motion Twin sur son portail en ligne Muxu, en attendant la sortie imminente de Mini Troopers. Ici, vous devez gérer un hôtel pour monstres. On commence petit, avec un bouge honorable mais pas très classe, et vous devez tout de suite vous occuper de vos premiers clients. Ceux-ci aiment certaines choses et en détestent d'autres, et ont de plus une petite caractéristique supplémentaire qui influera sur ses voisins de chambre, comme une mauvaise odeur, le bruit, ou encore la distribution de nourriture. À vous donc de bien les placer en fonction de leurs désirs. Ensuite, avec de la chance ou du vrai argent pour les plus riches d'entre vous, vous pourrez obtenir des items qui vous permettront de personnaliser chaque pièce. Bien sûr, après vous aurez le loisir d'agrandir, de décorer votre hôtel, d'embaucher plus de personnel et vraiment plein d'autres trucs. Seul petit reproche à faire, même s'il faut rester attentif toute la journée, voire même la nuit pour répondre aux attentes des monstres, le nombre d'actions par jour reste assez limité. Mais bon, déjà, ça fait plaisir de retrouver l'univers Croc Monster, et de plus, sur le long terme, faut bien l'avouer, on perd pas mal de temps. Et ça, vous n'allez pas le croire, ça tombe plutôt bien, puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Et oh! Je vous l'avais promis dans le sommaire, ce 100% est une véritable terre de contraste. À la différence de mon t-shirt qui a un petit peu un contraste de terre entre le boueux et le plus sombre, ce 100% va nous permettre de retrouver la tradition, la véritable histoire du jeu vidéo avec un ovni des années 80, Zork, qui a été le premier jeu en 16 milliards de couleurs avec des graphismes 3D qui tournoyaient sur eux-mêmes. Je vous préviens, attention les yeux, ça fait mal. Si on a beaucoup parlé dans Retro & Magic des aventures dites graphiques, dans les années 80 il existait un autre type de jeu d'aventure, les fictions interactives, également appelées aventures textuelles. Fondé en 1979 par 4 amis issus du Massachusetts Institute of Technology, Infocom était le maître incontesté du genre avec sa série phare, Zork. Dans le jargon du MIT, un Zork était un programme laissé inachevé.
Le jeu commença sa carrière sur les terminaux du MIT dès 1977. S'inspirant de Colossal Cave Adventure, souvent considéré comme le premier jeu d'aventure de l'histoire, Zork proposait une aventure tout simplement gigantesque. À tel point que lorsqu'Infocom voulut l'adapter sur les ordinateurs personnels de l'époque, ils furent obligés de le diviser en 3 jeux distincts, faute de mémoire suffisante. C'est ainsi que Zork 1, 2 et 3 forment ce que l'on appelle la trilogie Zork, chaque nouvel épisode reprenant immédiatement là où le précédent s'était arrêté. Zork se déroule dans un univers de fantasy parodique où des concepts contemporains côtoient trolls et monstres fantastiques. Le début du jeu est devenu légendaire. Vous vous tenez dans un champ à l'ouest d'une maison blanche dont la porte a été condamnée. À côté de vous, il y a une petite boîte aux lettres. Comme vous le voyez sur ces images, le jeu est intégralement sous forme de texte. Le joueur doit donc taper lui-même les actions qu'il souhaite entreprendre. Ouvrir boîte aux lettres, prendre prospectus, lire prospectus, escalader arbre, et ainsi de suite. Une bonne part de la réussite du jeu reposait donc sur l'imagination du joueur. Le joueur découvre rapidement que sous la maison se trouve l'entrée du grand empire souterrain, un dédale plein de mystères et de dangers. Équipé d'une lanterne pour éviter de se faire dévorer par une grue dans les ténèbres, et d'une épée elfique d'une grande antiquité pour se défendre, le joueur doit retrouver les 20 trésors de Zork pour obtenir le titre de maître aventurier. Zork 2 commence donc juste après la fin du premier épisode. Les développeurs, qu'on appelle implémenteurs dans le monde de la fiction interactive, en profiteront d'ailleurs pour enrichir et développer cette partie de l'aventure, en ajoutant de nouveaux lieux et puzzles absents de la version du MIT. À peine devenu maître aventurier, le joueur se retrouve confronté au sorcier de Frobose, un enchanteur à moitié fou qui va prendre un malin plaisir à lui pourrir la vie. Pour vaincre le sorcier et poursuivre sa quête, le joueur va devoir apprendre à maîtriser l'usage de la magie. Les sorts s'utilisent de la même manière que les verbes d'action. On notera par exemple fall, feeble, filch ou fumble. Une fois de plus, le but est de trouver 10 trésors perdus. Zork 2 est entré dans la légende pour ses puzzles particulièrement tordus et difficiles, comme la banque de Zork et son gnome de Zurich, ou la fameuse salle aux angles bizarres qui a en fait la forme d'un terrain de baseball. Il s'agit certainement du titre Zork le plus ardu. Le sorcier de Frobose n'étant plus qu'un lointain souvenir, le joueur doit désormais prouver qu'il a l'étoffe nécessaire pour devenir le nouveau maître du donjon. Le principe n'a pas changé, les énigmes sont toujours bien retorses, quoique un peu moins que dans Zork 2, et l'humour est au rendez-vous. On se souvient de ce viking perdu sur l'océan souterrain que l'on doit délivrer de sa malédiction grâce à la phrase magique « Salut matelot ». Ayant triomphé de moult énigmes, réuni les artefacts du maître du donjon et échappé aux gardiens de Zork, le joueur met la main sur un gigantesque trésor et devient actionnaire de la corporation Frobosco International, pierre angulaire de l'univers de Zork. Ainsi se termine la première grande aventure de Zork. Il faudra attendre 1987 pour la sortie du chapitre suivant de la saga Zork, Beyond Zork. Si le gameplay reste purement textuel, Beyond Zork introduisait quelques nouveautés. Déjà quelques graphismes, en l'occurrence une minimap qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran et aide à s'y retrouver dans l'univers du jeu. Ensuite, quelques éléments de RPG, le joueur pouvant créer son propre personnage. Le jeu inclut également davantage de combats. Beyond Zork prend cette fois-ci place dans les terres australes du royaume de Quendor. Une terrible créature appelée Urgru, la mère de toutes les grues, a volé la noix de coco de Quendor et menace l'équilibre du monde de Zork. C'est au joueur, un simple paysan, de devenir un héros, retrouver la noix de coco sacrée et sauver le monde. L'implémenteur de Beyond Zork était Brian Moriarty, qui rejoindra plus tard l'équipe de LucasArts pour réaliser le magnifique Loom. Zork 0 est une petite révolution dans la présentation des jeux Zork. Pensez donc, des graphismes, de la couleur. Le gameplay reste quant à lui totalement à base de texte, le jeu introduisant même un tout nouvel interpréteur. Tout commence lorsque Crétin Tête Plate l'excessif, roi despotique du Quendor, se fâche avec le magicien Mégabose le Magnifique. Mégabose lance une malédiction sur l'ensemble du pays. Les mages de la cour parviennent à retarder la destruction du royaume, mais pas à sauver la famille royale. Le joueur assiste à toute la scène dans la peau d'un simple serviteur qui parvient à s'emparer d'un bout de parchemin oublié par Mégabose. Mais tout ceci n'était qu'un prologue. 94 ans après ces événements, le descendant de ce serviteur va devoir percer le mystère du parchemin pour lever la malédiction et ainsi sauver le royaume, et au passage comprendre les règles du double Fanucci, un jeu de cartes terriblement compliqué. Comme le nom Zork 0 l'indique, le jeu se déroule avant les événements du premier Zork, et d'ailleurs se termine pile poil là où l'épisode original commence, devant la Maison Blanche et sa boîte aux lettres.
Return to Zork est le dernier jeu Zork développé directement par Infocom, entre-temps racheté par Activision. Avec cet épisode, la série Zork délaisse la fiction interactive pour entrer dans la famille des aventures graphiques. Joué entièrement à la souris, le gameplay de Return to Zork préfigure celui de Myst, qui sortira quelques mois plus tard. Le joueur parcourt le monde en vue à la première personne, interagissant avec de multiples personnages incarnés par des acteurs live incrustés dans les décors du jeu. Chronologiquement, Return to Zork se déroule bien longtemps après les autres jeux de la série, 7 siècles pour être précis. Le jeu commence devant la Maison Blanche alors que le joueur ouvre la boîte aux lettres et découvre une lettre de Frobosco, l'informant qu'il est l'heureux gagnant d'un voyage dans la paradisiaque vallée des Éperviers. Lorsqu'il arrive sur place, le joueur découvre que la vallée est devenue la vallée des vautours depuis qu'une influence maléfique s'est emparée du pays. Le jeu est souvent considéré comme le chapitre le plus faible de la série. L'humour tombe souvent à plat et les énigmes sont ruinées par une pléthore de bugs. Certains sont allés jusqu'à dire que l'encyclopédia Frobosica, incluse avec le manuel du jeu, est plus amusante que le jeu lui-même. Return to Zork est un épisode de transition qui essuie les plâtres en somme. Il faut attendre 1996 pour qu'Activision retourne dans le monde de Zork avec Zork Nemesis, un épisode très réussi, mais qui divisera les fans de la série. Calqué sur le gameplay de la série Myst, Zork Nemesis met l'accent sur les puzzles à base de mécanismes étranges et de symboles mystérieux. Mais c'est surtout au niveau de son ambiance que le jeu tranche avec ses prédécesseurs. L'atmosphère de Zork Nemesis est sombre, glauque et mélancolique, en nette rupture avec l'univers humoristique dépeint habituellement dans la série Zork. Le joueur arrive dans les Terres Interdites, une région reculée du Grand Empire souterrain, pour enquêter sur la disparition de 4 alchimistes. Le joueur découvre les 4 alchimistes prisonniers de sarcophages dans le temple d'Agrippa, qui semble être sous l'emprise d'une entité diabolique appelée Némésis. Tout au long de l'aventure, la voix inquiétante de Némésis va tour à tour narguer et menacer le joueur, tentant de le dissuader de découvrir les secrets du temple d'Agrippa. L'atmosphère unique de Zork Nemesis est véhiculée par une direction artistique magnifique, un vrai travail de recherche sur la symbolique alchimique, et une bande-son lancinante et obsédante signée Mark Morgan, le compositeur des musiques de Fallout et Planescape Torment. Malgré la controverse auprès des fans, Zork Nemesis sera un grand succès critique et public et montrera que la vénérable série Zork est encore capable de surprendre. La série Zork connaît sa conclusion en 1997, 20 ans après sa création, avec Zork Grand Inquisiteur. Considéré comme l'un des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps, Grand Inquisiteur est un petit bijou d'humour avec des puzzles originaux et des graphismes très réussis. Et surtout, le jeu renoue avec l'ambiance inimitable de Zork pour le plus grand bonheur des fans. A noter que la sortie de Grand Inquisiteur sera accompagnée de Zork The Undiscovered Underground, un jeu en mode texte à l'ancienne réalisé par Mark Blank, l'un des créateurs de la série. Un chouette bonus pour les fans de la première heure. Comme Return to Zork et Zork Nemesis, Grand Inquisiteur mélange images de synthèse et acteurs filmés. Parmi ceux-ci, on reconnaîtra le prolifique acteur Eric Avary dans le rôle de Myrianic, le fameux Grand Inquisiteur et méchant de cet épisode, et Dirk Benedict, inoubliable futé de l'agence Torisk et Starbuck dans la première série Galactica, qui incarne ici Antaria Jack, parodie zorkienne d'Indiana Jones. Le jeu narre la prise de pouvoir de l'Inquisition qui a interdit l'usage de la magie. Frobosco, la corporation magique, a été reconvertie en Frobose électrique, et Dalbose, le maître du donjon, a été transformé en simple lanterne. Fort heureusement, cette lanterne est découverte par Akasanva, acronyme pour aventurier culturellement ambigu sans âge ni visage et asexué, c'est-à-dire le joueur. Guidé par Dalbose, Akasanva va devoir retrouver les 3 reliques sacrées de Zork, le cube de la Fondation, la noix de coco de Quendor et le crâne de Yoruk, pour restaurer la magie et vaincre Myrianic. Bourré d'humour, notamment la propagande de l'Inquisition impayable, Zork Grand Inquisiteur aurait pu être un nouveau départ flamboyant pour la série Zork. Activision prit la décision inverse, c'est-à-dire d'en faire le chapitre final en apothéose d'une saga qui aura marqué de son empreinte le jeu d'aventure. Fini la transformation des châteaux en fondants et des œufs en guano fermentés. Fini les grues et les granolas, les têtes plates et les bêtises. Fini l'époque des guerres de la magie. Élimination de la magie et de tous ses aspects. Élimination totale et élimination de l'élimination. Depuis Zork Grand Inquisiteur, la série Zork est demeurée en sommeil. Mais elle s'est récemment rappelée au bon souvenir des gamers en s'invitant sous forme d'easter egg dans Call of Duty Black Ops. On notera également Legends of Zork, un jeu jouable par navigateur internet lancé en 2009 dont le gameplay rappelle le mix aventure RPG de Beyond Zork. Les fans quant à eux espèrent qu'Activision décidera un jour de proposer une nouvelle grande aventure dans l'Empire souterrain.
Les grues sont affamées et l'épée elfique d'une grande antiquité ne demande qu'à être brandie à nouveau. Ouais, c'est bon, si on peut plus déconner maintenant. C'est pas parce qu'il y a la pub non plus que... Ah, sur ces belles images, je ne peux que me satisfaire de ma prestation éblouissante, pleine d'esprit et d'à propos. Et le tout emballé dans un ensemble de merveilles colorées. Et je vous fais des bisous et je m'en vais.